recevons dans cette matinale maintenant Christian Gérondeau, l'ingénieur polytechnicien, auteur de plusieurs ouvrages sur des questions environnementales, dont Le climat par les chiffres aux éditions L'Artilleur. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous dans cette matinale. Bonjour Christian Gérondeau. Bonjour. Nous sommes donc sur des séquences d'ailleurs depuis hier qui sont des séquences sur l'environnement, sur le climat et sur ses conséquences aussi sur le plan économique, industriel. Nous avions hier notre écologiste de choc, Charles-Maxence Layet, longtemps proche de Michel Rivasi, qui nous a donné sa version des choses, même s'il n'a pas insisté beaucoup sur le climat et le CO2, il aurait eu du mal. Nous aurons demain Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien patron de GDF, d'Elf Aquitaine, de Rhône-Poulenc et même de la SNCF sur les conséquences industrielles. Et aujourd'hui, on va parler sérieusement de climat. On va parler sérieusement avec Christian Gérondeau de ces sujets et non pas avec l'angle du GIEC, mais avec celui du bon sens. Tiens, le bon sens, ça me fait penser à quelque chose. C'était le grand slogan de campagne de Donald Trump et le dernier ouvrage de Christian Gérondeau, Climat, : pourquoi Trump a raison pendant que la France s'enfonce. Enfin, la vérité. Voilà, tout à fait, cher Christian Gérondeau. Est-ce qu'on pourrait commencer tout de suite sur ce livre, sur votre inspiration? Pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi considérer en effet que Trump a raison? Je sais qu'il parle de canular en matière de climat, d'arnaque, je crois aussi. Ah, tout à fait. Effectivement, lorsque j'ai appris que Trump allait être réélu, donc au mois de novembre dernier, je me suis dit qu'il ne fallait pas laisser passer l'occasion. Et donc, j'ai produit de moi ce livre, Pourquoi Trump a raison. En fait, ce n'est pas une découverte pour moi. Pourquoi est-ce qu'il a raison? Il a raison parce qu'il dit, vous l'avez rappelé, tout ce qu'on nous raconte depuis 30 ans sur le climat est faux. Il dit même c'est un canular. Et ça paraît surprenant parce que ce sont les Nations Unies, leur prolongement, le GIEC, ce sont tous les gouvernements qui, depuis 30 ans, nous disent un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la température de la Terre monte de manière extrêmement dangereuse. La mer s'élève et bientôt les villes côtières vont disparaître. Et il nous dit tout ça, c'est la faute de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme utilise des énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz naturel, et que ces énergies fossiles produisent du CO2, et c'est le CO2 qui réchauffe l'atmosphère, c'est le CO2 qui fait monter le niveau de la mer, et donc nous allons à la catastrophe. Eh bien, tout ça, tout ce discours répété par toutes les autorités mondiales est totalement faux. Il n'y a absolument aucun point de vrai. Alors, si vous voulez, on pourra les prendre les uns après les autres. Enfin, les trois les plus importants. Allons-y. C'est vrai qu'elle monte. On ne peut pas dire le contraire, mais il ne faut pas oublier qu'elle est déjà montée plusieurs fois dans le passé. Oui. À l'époque romaine, si l'Empire romain a duré 3 siècles, c'est parce qu'il y avait des récoltes abondantes, c'est parce que la température était à peu près la même que la nôtre. Et puis, la température a baissé, ça a été les invasions barbares, avant qu'aux alentours de l'an 1000, un peu après, à nouveau, il y a eu ce qu'on appelle, les spécialistes appellent un optimum. Et on en a des traces tout à fait extraordinaires, parce que c'est l'époque 1100, 1200, 1300, où la France s'est couverte, et l'Europe d'ailleurs, s'est couverte de cathédrales. Ça prouve quoi? Ça prouve que les gens avaient des récoltes abondantes, ils pouvaient se nourrir, ça prouve qu'ils avaient du temps, de l'argent, et ils ont pu couvrir l'Europe de cathédrales. Et puis, ensuite, ça a refroidi à nouveau. Et du temps de Louis XIV, c'était affreux. Nos ancêtres ont vécu une époque, non seulement la Seine, la Garonne, tous les fleuves gelaient, mais la mer gelait chaque année. Et il y a eu des années, vous savez, c'est le grand historien qui s'appelle Leroy Ladurie, et qui a étudié tout ça de très près. Il y a eu des années du temps de Louis XIV où il y a eu 1 million de morts
rien qu'en France, de froid et de faim. Donc c'était une époque épouvantable. Et puis là, depuis à peu près 1850, tout le monde est d'accord, la température remonte. Mais encore une fois, si du temps des Romains ou si du temps des cathédrales, la température était très agréable et s'il faisait plus chaud, c'est pas parce qu'il y avait des voitures diesel qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi. Donc, nous vivons un cycle et l'homme n'y est absolument pour rien. D'ailleurs, on pourra revenir là-dessus. Et ce cycle, nous avons la chance d'être dans un optimum. La température, c'est vrai, beaucoup plus agréable qu'il y a seulement 50 ans. Mais encore une fois, cette alternance de périodes chaudes, agréables, et puis de périodes tragiques, parce que quand il n'y a pas de récolte et qu'il fait très froid, c'est une période épouvantable. Eh bien, ça a toujours existé. Ça a même existé avant les Romains. Ce sont des cycles. Et nous avons la chance de bénéficier d'un cycle, d'un optimum, où la température se réchauffe. Et au lieu de nous dire, bah, tout ça est très bien, réjouissons-nous, Oui. on est c'est une catastrophe. C'est une catastrophe totalement inventée. En réalité, c'est un cycle naturel et on pourra revenir, et on a des très bonnes raisons scientifiques pour être sûr que c'est un cycle naturel, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais on peut même en parler tout de suite, Christian Gérondeau. Moi, ce que j'observe, en tout cas à vous entendre, c'est qu'on n'a jamais pensé autant à l'envers. On devrait s'en réjouir et on le déplore et on s'en inquiète. Et en effet, des épisodes comme cela, moi je donne toujours l'exemple de ce XIIe siècle, de cette époque où l'Europe s'est couverte d'un grand manteau de cathédrales et ça n'aurait pas été possible, en effet, sans un réchauffement climatique à cette époque qui a fait des récoltes abondantes et a permis eh bien, aux bras de se libérer pour aller construire ces magnifiques livres de pierre que sont nos cathédrales. C'est évident. Et ça, c'est moi, cette pensée à l'envers. Je comprends pas. Vous êtes polytechnicien, vous êtes un scientifique, Christian Gérondeau, même s'il y a certainement du charlatanisme, entre autres au GIEC, mais quand même, comment expliquez-vous, parce que cette communauté scientifique, elle a existé, comment peuvent-ils penser aussi faux? Mais d'abord, il n'y a pas de communauté scientifique. Si vous voulez, Ouais. c'est un page extraordinaire. L'organisme, à base de tout ça, a un nom. En français, le GIEC. Qu'est-ce que le GIEC? Il suffit d'aller sur Internet, on voit ce que ça veut dire. Ça veut dire groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Groupe d'experts. Mais ça, c'est le mensonge fondateur, parce que le vrai titre du GIEC, Du il est en GIEC. français. Et en anglais, c'est Intergovernmental Panel on Climate Change. Il y a le mot panel, mais il n'y a pas panel of experts. C'est simplement un groupe de pays, tous les pays de l'ONU, qui se réunit, mais ce n'est pas du tout scientifique. C'est un groupe à caractère politique. Et on a réussi à faire croire que c'était des experts qui disaient les absurdités qu'on nous répète quotidiennement. Le GIEC a réussi, c'est son premier mensonge fondateur, c'est pas par hasard qu'on a traduit le mot anglais panel par les deux mots groupe d'experts. Si les Anglais, enfin si ceux qui ont créé cet organisme avaient voulu dire groupe d'experts, ils auraient dit panel of experts. Panel, c'est un groupe, c'est pas un groupe d'experts. Donc ce sont des gens désignés par les quelques 200 pays de la planète qui vont voter des textes. Et vous imaginez que chaque pays a une voix. Vous voyez, donc il y a les 200 pays, 195, qui sont réunis et qui votent chaque année. Chaque pays a une voix. Vous imaginez que chaque pays de la planète a des experts du climat. Mais attendez, il y a peut-être une dizaine de pays qui ont des experts du climat. Et tous les autres, les 190 qui restent, ils votent des textes où ils ne comprennent absolument rien. Donc c'est un montage, c'est du charlatanesque, c'est charlatan, c'est un montage pour faire croire que ce sont des experts qui parlent. Et je cite dans mon livre, que je montre à nouveau, donc Climat, pourquoi Trump a raison? pourquoi Trump a raison, je cite un vrai groupe d'experts, qui est un organisme dont personne ne parle, ou presque, un organisme d'origine néerlandaise, mais enfin peu importe, qui s'appelle Clintel. Et là, vous avez 2000 experts, des vrais, qui ont signé une déclaration dont le titre est « Il n'y a pas d'urgence climatique ».
Et dans ces experts, les 2000 qui ont signé, vous avez des centaines de professeurs, vous avez des prix Nobel scientifiques. C'est ça le vrai groupe d'experts. Et ce vrai groupe d'experts, il vous dit, il n'y a aucune urgence climatique. Tout ce que nous raconte est faux. Alors maintenant, on peut venir, si vous voulez, à la raison pour laquelle c'est faux. Et elle est très intéressante. Elle est très intéressante. Le CO2, on nous dit tout est de la faute du CO2. Et puis, il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est vrai. Il y en a très très peu par rapport aux périodes très lointaines, mais il y en a un petit peu, et ça s'accroît, puisqu'on utilise le pétrole, le charbon, le gaz naturel, donc ces produits, quand on les utilise, ils produisent du CO2 qui va dans l'atmosphère, et il y a aujourd'hui, si vous voulez, moitié plus de CO2 qu'il y a 150 ans. Il y a nettement plus de CO2. Et l'instinct vous dit, le CO2 contribue à l'effet de serre, ça c'est vrai. C'est vrai, on pourra peut-être expliquer ce que c'est l'effet de serre, parce que c'est pas si simple que ça. Mais il y contribue, et puisqu'il n'y a plus de CO2, de plus en plus, ben, il y a de plus en plus d'effet de serre. Et donc la température va monter. Tout ça a une apparence de logique imperturbable. Et tout ça est entièrement faux. Mais pourquoi? Parce que c'est ce que j'appelle dans mon livre l'effet rideau noir. Voilà. Dire ça. Ça veut dire que le CO2, ça fonctionne comme un rideau noir que vous mettez devant une fenêtre. Vous mettez un rideau noir devant une fenêtre, la lumière passe dessus. Et bien, si vous rajoutez un deuxième rideau noir, un troisième, un quatrième, un cinquième rideau noir derrière la fenêtre, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Et le CO2, il fonctionne comme ça. Il suffit de très très peu de CO2, beaucoup moins que ce qu'on connaît, 4, 5 fois, 10 fois moins que ce qu'on connaît, pour bloquer des rayons, qui sont des rayons infrarouges rejetés par la Terre, et pour faire jouer l'effet de serre. Mais vous pouvez rajouter 2 fois, 3 fois, 5 fois plus de CO2 à partir du moment où tous ces rayons sont bloqués avec très très peu de CO2, ça ne change rien. Et ça, évidemment, c'est contre-instinctif, parce qu'on se dit, Oui. ce qui est vrai, le CO2 contribue à l'effet de serre et réchauffe la planète, tant mieux. Et bien, plus il y aura de CO2, plus la température va monter. Oui, Et, mais non. et on a alors bien entendu toutes les courbes, et on a une preuve absolue. Et Oui. cela est indiscutable. C'est qu'on connaît les satellites depuis maintenant 1960 à peu près, qui tournent autour de la Terre et qui regardent les rayonnements qui sont issus de la Terre. Et si, puisqu'il n'y a plus de CO2, ces rayonnements devaient être affectés et que l'effet de serre augmente, ben les satellites le verraient. Et si les satellites le voyaient, vous pensez bien que le GIEC le dirait et le mettrait en tête de tous ces communiqués. C'est l'argument. On ne parle pas des satellites. Et ben parce que le rayonnement ne change pas. À partir du moment où les rayons dont j'ai parlé tout à l'heure, ces rayons infrarouges, ont été bloqués dès qu'il y avait un tout petit peu de CO2 dans l'atmosphère, ben, ils sont toujours bloqués s'il y en a plus. Et donc, les satellites n'ont observé aucun changement dans le rayonnement terrestre depuis 60, depuis qu'il y a le satellite, je vous dis les années 60, 60 ans. Eh bien, ça, c'est une preuve formidable, parce que vous voyez bien que s'il y avait une modification du rayonnement issu de la Terre, parce qu'il y a plus de CO2, le GIEC l'aurait dit depuis longtemps. Or, il est complètement mais rien ne change, je le répète, on ne va pas tourner en Donc ça veut dire, donc Christian rond. Géraud, Et ça, c'est expliqué dans ce livre. donc pourquoi Trump a raison, évidemment, mais sur le climat. Mais alors ça veut dire aussi que les efforts absolument gigantesques que nous produisons pour réduire un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, la quantité de CO2 ne sert strictement à rien. Il faudrait réduire pratiquement à néant le CO2 pour avoir une modification. Oui, bien entendu, mais le CO2, il ne nous a pas attendu. D'ailleurs, je signale que s'il n'y avait pas de CO2, nous ne serions pas là. En plus. La Terre serait une photocopie, une reproduction de la Lune ou de la planète Mars. Il n'y aurait pas de vie. Il ne faut quand même pas oublier le phénomène de photosynthèse. Et s'il y a de la vie sur la planète Terre, et si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des plantes, des animaux, et puis des hommes qui sont apparus. C'est grâce au CO2. Donc, arriver à faire passer le CO2 pour quelque chose de négatif,
ça vous montre la perversité de ceux qui ont fait ça, et dont certains y croient parce qu'ils n'y connaissent rien. Et certains croient qu'ils disent la vérité. Et puis ça explique aussi pourquoi Trump, lui, dit mais tout ça c'est une galéjade. Et alors ce qu'il faut savoir, et ce que j'explique dans mon livre, c'est que Trump c'est un personnage quand même un petit peu à part, un petit peu C'est fantastique. sûr. Et on pourrait dire, il dit ça comme ça en l'air, mais pas du tout. Il a à côté de lui des scientifiques remarquables, qui bien entendu ne sont pas admis au GIEC, mais qui sont des professeurs. J'en connais à l'université de Princeton, qui sont des professeurs au MIT, à Harvard, et qui disent ce que je viens de vous dire, et qui l'ont dit à Trump. Et oui. Et Trump est parfaitement conseillé sur ce sujet-là. Je n'irai pas parler, je dirais, de la guerre d'Ukraine ou de Gaza, ça c'est autre chose. Mais sur le sujet du climat, il est parfaitement conseillé. Il connaît la réalité. Et il dit tout ça, mais c'est qu'on a perdu le bon sens. Et malheureusement, il a raison. Ce qu'on nous raconte ne sert à rien. Toutes les dizaines, les centaines de milliards qu'on nous fait dépenser ne servent à rien. Et la vision pessimiste de l'avenir qu'on donne aux jeunes, qui est une catastrophe. Vous savez, le phénomène d'éco-anxiété. Oui. On raconte dans les livres d'école, qu'est-ce qu'on raconte? On raconte l'homme est vraiment un être méprisable, qui n'émet du CO2, que le CO2 conduit la planète à la catastrophe. Donc, repentons-nous, arrêtons d'utiliser notre voiture, arrêtons de prendre l'avion, arrêtons de nous chauffer. Bref, c'est une, comment dire, une litanie à caractère religieux d'ailleurs. Repentons-nous, c'est ce qu'on explique à tous nos contemporains, c'est ce qu'on explique aux jeunes. Et c'est entièrement faux, il n'y a aucune raison de se repentir de rien du tout. Le CO2, encore une fois, plus CO2 ou moins de CO2, ça ne change rien. Moins, ça changerait beaucoup, parce qu'à ce moment-là, la vie disparaîtrait sur la Terre. Mais heureusement, c'est pas ce qui se passe. Il y en a plus, mais il y en a plus. Soyons encore très modestes. Actuellement, c'est 400 parties par million. C'est-à-dire, c'est même pas un pour mille. Enfin, la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, ça suffit pour que la vie existe et ça suffit pour que nous soyons parfaitement rassurés sur l'avenir de la planète. Il y a une perversion à culpabiliser l'autre parce que c'est le meilleur moyen ensuite de pouvoir le manipuler. Il y a cela, il y a un caractère religieux indéniable. Certainement, d'ailleurs, nous avons déjà eu des contributeurs dans la revue de géopolitique profonde sur ce sujet, c'est-à-dire finalement, même le côté New Age de ces idéologies et de ce qui inspire les théories climatiques qui sont apocalyptiques, en effet. Est-ce qu'on pourrait revenir, Christian Gérondeau, parce que il faut aussi de la précision dans les termes et qu'on se comprenne bien. Vous avez proposé d'ailleurs qu'on le fasse, donc faisons-le maintenant, sur la question de l'effet de serre. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre exactement? Et est-ce qu'il n'y a que le CO2? L'effet de serre, c'est très simple à expliquer, même si l'image de la serre n'est pas la meilleure. Mais bon, que se passe-t-il? Le soleil éclaire la Terre. Et en éclairant la Terre, avec un rayonnement sans lequel nous ne serions pas là, la Terre se réchauffe. Et la Terre émet un rayonnement à son tour. Ne pas celui qu'elle reçoit d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes températures, la température du Soleil n'est pas celle de la Terre, mais la Terre émet des rayons vers l'espace. Et en émettant ces rayons, elle se refroidit, puisqu'elle a reçu un côté de la chaleur, là, elle réémet de la chaleur. Et c'est une partie de ces rayons, dans des longueurs d'onde précises, 14 à 16 microns, si on veut être très précis, qui est bloquée par le CO2. Et donc à ce moment-là, la chaleur qui devrait partir vers l'espace avec ses rayons, elle revient vers la Terre, elle revient vers l'atmosphère. Et c'est ça l'effet de serre. L'effet de serre, c'est que la Terre, après avoir été chauffée par le Soleil, émet un rayonnement vers l'espace, mais qu'une partie de ce rayonnement est bloquée par l'atmosphère, parce que l'atmosphère contient de la vapeur d'eau, qui est d'ailleurs le plus important, mais contient aussi du CO2. Et ce CO2 bloque une partie des rayonnements qui ne peuvent plus partir vers l'espace, qui reviennent à nouveau vers la Terre. C'est ça l'effet de serre. Alors,
avec un petit dessin, ça se comprend très bien, mais ça peut s'expliquer, ce que j'essaye de faire. Et à partir du moment où le CO2 bloque certains rayonnements, il contribue à l'effet de serre, il contribue au réchauffement de la Terre, et c'est tant mieux. Si on aurait 15 degrés de moins, ce ne serait pas très agréable. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ne pas revenir là-dessus, c'est que ce blocage se fait pour une toute petite quantité de CO2. Et qu'à partir du moment où ce blocage existe, vous pouvez rajouter autant de CO2 que vous voulez dans l'atmosphère, ben, ce sera toujours bloqué de la même manière. Donc c'est pour ça, c'est ce paradoxe que j'ai appelé l'effet rideau noir. Quand vous avez une fenêtre, vous mettez un rideau noir devant, il bloque la lumière, vous pouvez rajouter 2, 3, 4, autant de rideaux noirs que vous voulez, ça ne change rien, la lumière est toujours bloquée. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, essayer d'expliquer en quelques phrases ce qu'est l'effet de serre, la contribution due au CO2 et le fait qu'on peut rajouter du CO2, ça ne changera rien à cet effet de serre qui existe dès qu'on a, si vous voulez, parlons chiffres, dès qu'on a 100 parties par million à peu près, tout est bloqué. Nous en sommes à 400 parties par million dans l'atmosphère. Et comme on en émet, ben, peut-être que dans un siècle, d'abord dans un siècle, il y aura probablement plus de pétrole à exploiter, donc ça s'arrêtera, les émissions de CO2. Mais admettons que dans un siècle, on soit monté à 600 parties par million, ça n'a aucune espèce d'importance. Du temps de nos premiers ancêtres, les mammifères, qui côtoyaient les dinosaures, Oui. 2000 parties par million. Et si on avait 2000 parties par million, on vivrait. Et aujourd'hui, on en a 400. Et je vous dis, tout est bloqué à partir de 100. Voilà comment ça fonctionne. Merci Christian Gérondeau pour ces explications. Alors, tous ces discours fumeux, apocalyptiques, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on ne reste pas dans le domaine de l'imaginaire. Ça a des conséquences pratiques. Énergie renouvelable, avec toutes les conséquences sur l'économie, sur l'industrie, tout cela nous ruine. Tout cela nous ruine et c'est bien ce qu'a compris Donald Trump quand il a tout arrêté. Parce qu'il est sorti de ce qu'on appelle l'accord de Paris, qui est une fumisterie. À l'accord de Paris, on s'est engagé à quoi? On ne s'est pas du tout engagé, tous les pays de la planète qui étaient là. On ne se sont pas engagés à limiter l'usage du charbon, ou du pétrole ou du gaz naturel et à limiter nos émissions de CO2. Tenez-vous bien, dans les accords de Paris, il n'y a pas le mot CO2. Parce que des pays comme l'Inde, la Chine ont refusé qu'on utilise le mot. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? On est d'accord pour limiter la hausse de la température. Non, mais on est revenu au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on brûlait les sorcières pour changer de climat. Là, on a simplement dit on va limiter la hausse de la température. Mais on ne dit rien sur les gaz à effet de serre. Et en tout cas, on ne dit pas. Le mot CO2 ne figure même pas. Donc, c'est un trompe-l'œil où il n'y a rien. La seule chose qu'il y a, nous nous engageons à dépenser beaucoup d'argent pour utiliser moins de pétrole, moins de gaz. Il n'y a pas de chiffre, mais on dit le principe. On n'utilisera plus les énergies fossiles. Moyennant quoi, on se ruine. Alors, le montant de la ruine, il est colossal. Colossal. Je vais donner 3 exemples. Oui. Tout entendu parler de la voiture électrique. La voiture électrique, telle qu'elle est, c'est un non-sens. C'est plus cher, c'est plus lourd, et ça va beaucoup moins loin qu'une voiture essence ou diesel. Pourquoi est-ce que les gens en achèteraient? Ben, les gens, ils n'en achètent pas. Et ce qui est extravagant, c'est que les constructeurs automobiles eux-mêmes n'ont rien compris. Ils ont dit, ah ben oui, l'Europe, les Nations Unies nous demandent de faire des voitures électriques. Donc les gens vont les acheter, puisqu'il n'y aura plus que ça. Mais non, les gens ne les achèteront pas. Et ils ne les achèteront pas, d'abord parce que on va continuer à produire des voitures à essence et diesel. Ils n'auront pas le choix, sans ça, ils ne vendront plus de voitures, les constructeurs. Et ils sont tous en train de faire marche arrière actuellement et de se remettre à construire des voitures à essence, diesel ou ce qu'on appelle hybrides, mais qui fonctionnent essentiellement au pétrole. Et à partir du moment où ils vont mettre sur le marché ce qu'ils font, il n'y aura plus d'acheteurs pour les voitures électriques. Alors, on a été très étonnés. On était parti sur un objectif de 100% de voitures électriques en 2035. Et en 2023,
on était à 14%. Puis tout le monde a dit, en 2024, on va passer à 20, 25%, puis on va arriver. En 2024, on en a vendu moins qu'en 2023. Les 14%, je parle de l'Europe, on est passé à 13%. Et puis, il n'y a aucune raison que ça remonte, parce que les acheteurs n'en veulent pas. Et ce qui est invraisemblable, et je n'ai toujours pas compris, c'est que les constructeurs automobiles, qui ne sont pas tous idiots, et qui ont des centaines, des milliers d'ingénieurs, n'ont pas compris ça. Ils ont été tellement aveuglés par la doxa, qui leur disait, mais c'est vous qui êtes responsable, parce que vos voitures produisent du CO2, donc nous allons à la catastrophe à cause de vous. Ils ont été tellement culpabilisés qu'ils n'ont pas vu l'évidence, savoir qu'il n'y aurait pas d'acheteurs. Et donc, voilà où on en est là. Alors en ce moment, ils essayent de faire machine arrière en disant oui, on va continuer à faire des voitures électriques, mais on fait des voitures hybrides. Alors là, il y a au moins 4 ou 5 variétés de voitures hybrides, mais l'essentiel, c'est que si vous allez au mariage de la cousine à 500 km, ben vous ne pourrez pas y aller en voiture électrique. Alors, les voitures hybrides, en fait, beaucoup d'entre elles, c'est des voitures à essence déguisées. Mais voilà un premier exemple. Eh bien, quel a été le coût de cet exemple? Les chiffres officiels des constructeurs européens, 250 milliards d'euros pour faire des voitures électriques. Et le résultat, c'est quoi? C'est que Volkswagen, mais les autres, c'est pareil, Porsche, enfin, et puis les Français, mais parlons des Allemands qui sont les plus importants. Volkswagen va licencier 30 000 employés et fermer 3 usines en Allemagne, le pays où c'était les Allemands, c'était les constructeurs qui dirigeaient la politique en Allemagne. Moi, j'ai connu ça il y a très longtemps. J'étais responsable de sécurité routière. J'ai réussi à limiter la vitesse partout en Europe, puisque j'avais stabilité au niveau, sauf sur certaines. Sauf en Allemagne. Parce que c'est eux qui gouvernaient. Et puis, c'était pas la peine d'aller voir le gouvernement allemand. Il était sous les ordres des constructeurs allemands. Eh bien, vous allez aujourd'hui sur le site des constructeurs allemands. Ils ont une association qui s'appelle VDA. Très facile à vérifier. Quelle est la priorité de VDA, c'est-à-dire des constructeurs allemands? C'est le changement climatique. Vous voyez écrit ça en premier. Alors, c'est bien. Mais la transition écologique. C'est la transition écologique. Vous avez ça aussi avec Madame van der Leyen, vous avez ça à Davos, vous avez ça avec notre ministre de l'économie et des finances qui alors, lui en technocrate, je pense qu'on ne fait pas mieux que l'ancien directeur de la Caisse des dépôts et consignations qui est notre ministre et qui clairement l'annonce, c'est-à-dire l'inverse de ce que fait Trump. En effet, il dit, eh bien, nous aurons moins de rentabilité, mais c'est le prix à payer pour la transition écologique. Non, mais c'est stupéfiant. Alors, surtout quand on sait que l'Europe, je ne parle pas de la France, l'Europe, c'est 7%, même peut-être 6% des émissions mondiales. Le reste du monde, alors on prend 7%, 13%, nous fait des bras d'honneur. Parce que vous voyez, M. Trump arrête tout aux États-Unis, mais M. Biden, qu'est-ce qu'il a fait? Les États-Unis ont battu tous les records de production de pétrole et de gaz naturel du temps de M. Biden. Alors lui aussi, il était en transition écologique. Mais pendant ce temps-là, les pétroliers américains, et ce qu'on appelle le pétrole de schiste et le gaz de schiste, la production a explosé. Et je ne parle pas des Chinois, je ne parle pas des Indiens qui viennent d'ouvrir 108 mines de charbon. Et sur chaque mine de charbon, il y aura une centrale électrique pour donner l'électricité aux Indiens. Et ils ont bien raison, parce qu'à cause de la pauvreté qui règne encore en Inde, vous avez chaque année 1 million de jeunes qui meurent. Et c'est lié au fait qu'ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas d'électricité. Ils le disent. Et alors ils disent, ben écoutez, comme on a beaucoup de charbon, ça c'est vrai, chaque fois qu'ils creusent, ils trouvent du charbon. Et ben on ouvre 108 mines de charbon. Sur ces mines de charbon, on va faire comme on fait les Chinois. On va mettre des centrales électriques et comme ça, tous les Indiens auront de l'électricité. Le niveau de vie va monter et le nombre de jeunes qui meurent va chuter. C'est ce qui s'est passé en Chine. En Chine, il n'y a plus de mortalité juvénile
parce que le niveau de vie s'est élevé. Et donc, il y a 1 million de jeunes Indiens qui meurent et on voudrait qu'ils continuent à mourir. Mais on se rend compte de rien, nous. On nous raconte qu'on va sauver la planète. En tout cas, ce n'est pas l'avis de M. Modi, qui est le Premier ministre de l'Inde. Lui, il a dit, racontez ce que vous voulez. Moi, j'ouvre des mines de charbon parce que je veux sauver la vie des jeunes Indiens. C'est inouï et les conséquences alors sur le plan industriel, sur le plan économique sont considérables. On en arrive même en Allemagne, on en parlait tout à l'heure, à des aberrations où on ferme les dernières centrales nucléaires, où on ouvre des centrales à charbon au nom de la transition énergétique. C'est absolument incroyable. C'est incroyable, je veux dire que là, de temps en temps, on a peut-être le sentiment, enfin, on peut ressentir un certain plaisir d'être français. Les Français ne sont pas du tout ce qu'on croit. Les Français sont cartésiens, ils sont rationnels. Ils comprennent et ils agissent en conséquence. Alors là, j'évoquerai peut-être un instant des souvenirs très anciens. Allons-y, allez-y. Écoute, il n'y en a pas beaucoup qui le savent que j'étais responsable de sécurité routière. Ah si, vous êtes le monsieur sécurité routière pour la France et l'Europe. Vous êtes le premier monsieur sécurité routière. Je ne l'ai pas dit dans votre présentation, mais on peut le dire maintenant, bien évidemment. Oui, eh bien, nous avions de plus en plus d'accidents. Et on savait qu'une des méthodes, il y avait 3 méthodes pour qu'il y ait moins d'accidents. Et heureusement, on l'a fait. Il fallait limiter la vitesse. Bon, il y aurait beaucoup à dire, mais on ne va pas s'apesantir là-dessus, parce que tout le monde était contre, y compris le président de la République, M. Pompidou. Mais il ne faut pas emmerder les Français, disait-il. Et il disait aussi, c'est beaucoup moins drôle, si les Français veulent se tuer, qu'ils se tuent. Voilà. Ah bon. En voiture, hein. C'était quand même une drôle d'époque. Mais d'autre chose, la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, la France a été le premier pays au monde à rendre obligatoire l'usage de la ceinture de sécurité, alors que la France avait la réputation d'être le pays des gens qui n'en font qu'à leur tête, qui n'obéissent à rien. Eh bien, on a fait, c'est le Premier ministre que j'avais convaincu, M. Pierre Messmer, qui, un mardi 28 juin 73, vous voyez, c'est une autre vie, a été convaincu, et il a dit, je décide que les Français porteront la ceinture de sécurité. Et le dimanche suivant, j'ai pris ma voiture, tout le monde avait la ceinture de sécurité. Voilà. Le Français est rationnel, à condition qu'on lui explique, parce que ça avait été expliqué pendant des mois et des mois que la ceinture de sécurité spécifique, il fallait la mettre, ils ne la mettaient pas. Mais ils ont accepté, mais dans l'unanimité, que ce soit rendu obligatoire. Eh bien, les Allemands, c'est exactement le contraire. Ce sont des irrationnels totaux. Il leur restait 3 centrales nucléaires. Et c'est pas beaucoup. Hein. Mais ils ont décidé de les fermer, parce que le nucléaire, c'était mal. Pourquoi c'est mal ? Parce qu'ils pensent à la bombe nucléaire. Et ça n'a aucun sens. Évidemment, la bombe atomique, c'est une horreur. Mais une centrale nucléaire, ça n'a aucun rapport. La concentration d'uranium n'est pas du tout la même dans une centrale nucléaire que dans une bombe atomique. Mais il y a les accidents. Je pense qu'ils pensaient aussi aux accidents nucléaires. Il y a eu évidemment Tchernobyl et puis ce qui a provoqué d'ailleurs une vague verte à l'époque aux élections, c'est Fukushima. Fukushima mais fait aucun mort du fait de la centrale nucléaire. Il y a eu beaucoup de morts à Fukushima parce qu'il y a eu un raz-de-marée. Alors on a confondu les deux, on a dit mais c'est le raz-de-marée et c'est la centrale nucléaire qui a tué, pas du tout, elle a tué personne, la centrale nucléaire. C'est ça qui est extraordinaire. On a confondu avec le raz-de-marée. Bon, alors les Allemands, Madame Angela Merkel qui était au pouvoir, elle le dit d'ailleurs dans ses mémoires, elle dit si j'avais maintenu le fait que nous ayons des centrales nucléaires en Allemagne, je perdais les élections. C'est ça. Donc, elle a préféré gagner les élections, rester 10 ans de plus au pouvoir et fermer les centrales nucléaires. Mais alors, là où, après avoir dit que les Français étaient rationnels, je vais vous montrer que ce n'est pas le cas des dirigeants français. C'est le cas de la marque, mais pas des dirigeants. Parce que qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? D'abord, il faut voir que là où les Allemands
ont fait un drame pour fermer leurs 3 dernières centrales nucléaires. Nous en avons, nous, aujourd'hui, en état de marche, 57. Vous voyez tout de suite la différence. Et nous sommes très largement excédentaires. On l'a entendu il n'y a pas longtemps, nous sommes redevenus, ce que nous avons pratiquement toujours été, à une année près, une exception près, on est redevenu le premier exportateur mondial d'électricité. On exporte 20% de notre production. Et encore, on pourrait faire tourner nos centrales nucléaires peut-être un peu plus, et on en aura encore plus. On ne saurait pas quoi en faire. Donc, pour l'avenir, nous avons besoin de quoi? Faut-il construire de nouvelles centrales nucléaires? Faut-il centrales? Eh bien, nous n'avons besoin de rien, parce que notre consommation d'électricité diminue. Alors, là, les gens qui nous écoutent doivent être stupéfaits, parce que partout, on nous dit on va avoir des besoins d'électricité énormes. C'est les rapports officiels qui disent que la consommation d'électricité va doubler. Ces rapports officiels mentent. Pourquoi? Il va doubler à cause de la voiture électrique. Ben oui, mais il n'y aura pas de voiture électrique. Ils vont doubler parce qu'on va faire de l'hydrogène vert avec l'électricité. Mais il n'y aura pas d'hydrogène vert, parce que l'hydrogène, si on en veut, on en fait avec du gaz naturel qui coûte 4 fois moins cher que celle qu'on fait avec des éoliennes. Donc il n'y aura pas d'hydrogène vert. Et puis, on va réindustrialiser massivement la France. Ben, on voudrait bien, mais non, on ne va pas réindustrialiser la France au moment où il y a la Chine, l'Amérique, etc. Donc les prévisions qui nous disent officiellement, l'organisme officiel s'appelle RTE, Réseau de transport de l'électricité, qu'on va avoir besoin de beaucoup de centrales nouvelles, sont fausses. Eh bien, ce que vous lisez partout. Et en fonction de ces prévisions, que vient de décider le gouvernement, enfin les gouvernements qui succèdent, parce que là, ils changent tous les 3 mois, mais officiellement, on va construire 18 parcs nucléaires, d'éoliennes, 18 parcs d'éoliennes. Mer. Alors, il faut savoir que c'est encore beaucoup plus cher que ce qu'on fait à terre. Et combien on va y mettre? Alors, c'est pas difficile, on en a construit un, déjà, je crois que c'est du côté de Saint-Brieuc, il suffit de multiplier par 18. On va y mettre 10 milliards d'euros par an pendant les 15 années qui viennent, qui ne servent à rien puisqu'on a besoin de rien. Donc, voilà un autre exemple de perte de bon sens, encore une fois, pas de la masse des Français, mais d'une classe dirigeante qui ne sait pas compter, qui est complètement envahie par la doxa, la théorie que l'homme est coupable, il émet du CO2, donc il faut émettre moins de CO2, donc faisons des éoliennes, ce qui est d'autant plus absurde que les centrales nucléaires qui existent ne font pas de CO2. Donc pourquoi faire des éoliennes qui n'en font pas non plus, mais surtout dont on n'a aucun besoin? Eh bien, les tarifs de l'électricité, à cause des éoliennes terrestres qui existent, ont déjà doublé depuis une quinzaine d'années. Ils vont doubler à nouveau. Alors, doubler, ça fait 4 fois plus cher. Parce qu'on va faire des parcs maritimes en pleine mer dont on n'a aucun besoin. Alors, ça aussi, je remonte mon livre parce que j'explique ça en long et en large. Nous avons perdu la raison. Et encore une fois, pas la masse de la population, c'est là où on peut parler d'une coupure, mais cette classe qui nous dirige, dont la plupart ne savent pas compter. Bon, ça, c'est pas une grande découverte, vous savez, puisqu'on est sur Radio Courtoisie, on peut dire toute la vérité. Quand on a demandé à monsieur le maire, qui a été ministre des Finances, que c'était qu'un hectare, il a dit, mais ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais quand on lui a expliqué qu'un hectare, c'était 10 000 mètres carrés, c'était 100 fois 100. Monsieur le maire a dit 100 fois 100, ça fait 10 000. Alors, vous pouvez ne pas me croire, mais il suffit d'aller sur Internet, vous tapez le maire hectare, et vous verrez monsieur le maire, qui est ministre de l'économie et des finances, qui ne sait pas que 100 fois 100 font 10 000. Bon, il y a d'autres exemples, mais c'est peut-être pas la peine d'en donner d'autres. On est dirigé par des incompétents, et je crois que la masse de la population l'a très bien compris. Pourquoi Trump a raison pendant que la France s'enfonce, en effet, de Christian Girondeau. Mais la France, c'est le cas. Mais alors, quand on lit et on entend la même chose à peu près partout en Europe, Tusk, le Premier ministre,
polonais fait la même chose et a mis 3 milliards, là, tout dernièrement, dans de l'éolienne maritime. Et alors, à mon avis, le sommet du sommet, c'est Zelensky à Davos, qui ne trouve, alors qu'il a perdu 90% de son potentiel énergétique avec la guerre contre la Russie, a décrété qu'il allait continuer à faire des grands champs d'éoliennes dans son pays, expliquant d'ailleurs que ce sont de véritables héros parce qu'ils construisent, tenez-vous bien, et là on est complètement, on sort de la réalité, on est dans le hors-sol, au risque de leur vie, alors, sous les bombes russes, ils construisent des éoliennes et il y a eu des tonnerres d'applaudissements de nos dirigeants mondiaux à Davos après ce discours de Volodymyr Zelensky. Là, on sort complètement de la réalité. Oui, mais je dirais que nous, on fait pire, parce qu'on continue à faire des éoliennes en terre. Et puis, je vous dis, on a un énorme un programme d'en faire partout le long des côtes, 18 champs d'éoliennes. C'est horrible. Horriblement. On va détruire nos côtes. C'est horrible, horrible. Mais nous, c'est pire que les autres. Pourquoi? Vous allez comprendre, c'est très simple. Supposons que le mardi, ça arrive, il n'y a pas de vent. Les éoliennes ne produisent rien. Est-ce qu'on va manquer de courant le mardi en France? Ben non, il y a déjà eu beaucoup de mardis où il n'y a pas eu de vent, personne ne s'en est aperçu parce qu'on a nos centrales nucléaires. Alors le mardi, il n'y a pas de vent, on ne manque pas de courant. Le mercredi, le vent souffle. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'électricité produite par le vent, c'est-à-dire des éoliennes, le mercredi, puisqu'on n'en a pas besoin le mardi? Alors là, je dois dire que... Alors, ils veulent augmenter les capacités de stockage. Vous savez, Christian Gérondeau, hier, notre écologiste de choc, que je ne vais pas moquer aujourd'hui parce que on ne refait pas le match après l'émission, mais nous expliquait qu'il fallait pour cela trouver des nouvelles capacités de stockage. Et comme il sait bien que les batteries, c'est pas la panacée, il s'imagine les uns les autres qu'ils vont réussir à stocker l'énergie par des procédés novateurs. Alors, laissons-les rêver. Bien entendu, on peut stocker, chacun peut avoir une petite batterie, mais à l'échelle d'un pays, et je ne parle pas à l'échelle du monde, moi je vais regarder à l'échelle du monde la quantité de stockage qu'il faudrait si on fonctionnait avec des éoliennes. Il faudrait y consacrer le PIB mondial. Si vous voulez, c'est colossal ce que ça coûterait. Mais nous, actuellement, si on revient sur Terre, bien entendu, on est incapable, nous et les autres, de stocker l'électricité autrement que dans des barrages quand on a la chance d'en avoir. Mais qu'est-ce qu'on fait en vrai, là, en 2025, quand le vent souffle, qu'est-ce qu'on fait de l'électricité qui est produite par nos éoliennes en France dont on n'a aucun besoin? Alors, je vais vous dire, il y a deux possibilités. Ou bien les pays voisins manquent d'électricité. À ce moment-là, je ne dirais pas qu'on va leur exporter, on va brader l'électricité. Bien entendu, on va la vendre aux autres pays. S'ils en ont besoin, ben, tant mieux. Et puis, on va la vendre à un coût qui est bien plus faible que celui qu'on a payé aux promoteurs, qui ont un tarif garanti et ils ont un écoulement prioritaire de leur production. Donc, c'est le contribuable, en l'occurrence le consommateur, qui va payer la différence et elle est élevée. Mais il y a pire, il y a des jours où les voisins n'ont pas besoin d'électricité parce que quand le vent souffle en France, ben, quelquefois il souffle en Allemagne ou aux Pays-Bas, ça arrive même fréquemment. Qu'est-ce qu'on fait d'électricité produite par nos éoliennes, puisqu'on ne peut pas la stocker, et que les voisins n'en veulent pas? Vous savez ce qu'on fait? Non, mais non, on ne peut pas l'imaginer. On est obligé de freiner nos centrales nucléaires. Eh oui. Eh oui. Donc, là, je dirais que comme comble de bêtises, pour ne pas employer d'autres mots, on n'est quand même pas mauvais. On est quand même dans les records. Alors, comment se fait-il qu'on ait tant d'ingénieurs, tant d'énarques, tant de hauts fonctionnaires, et que ce soit M. Trump qui a raison en disant tout ça, c'est un canular, arrêtons tout ça. Et M. Trump, en l'occurrence, a parfaitement raison, ce que j'expliquais dans ce livre, mais il suffit d'un bon sens le plus élémentaire. Mais vous vous rendez compte, quand le vent souffle, on est obligé de freiner nos centrales nucléaires
parce qu'on ne peut pas utiliser l'électricité et on continue à en construire en mer où ça coûte 2 ou 3 fois plus cher que de les construire en terre. Mais en terre, les voisins n'en veulent plus, alors les poissons n'ont pas grand-chose à dire, donc on va les construire en mer, mais c'est de la débilité mentale. Mais voilà où nous en sommes. Oui, mais est-ce que vous croyez que les décisions prises par Trump vont avoir un effet d'entraînement dans le monde? Est-ce que bientôt seule la France et l'Allemagne, le duo franco-allemand, va continuer avec ses énergies vertes? Ou Non, bien est-ce que tout ça va être balayé? tout ça va être balayé. Alors la seule question, c'est de savoir quand. Mais c'est tellement énorme. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va faire balayer tout ça? Ben, c'est quand vous entendez Monsieur Arnaud, pour qui j'ai le plus grand respect, parce que la réputation de la France va beaucoup au sac Vuitton, à tous les produits de luxe, qui vous dit, ben, il vous dit qu'est-ce qui se passe. Il parle pas pour lui. Mais il regardez un industriel, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, indien, chinois, etc. Quand il va comparer les États-Unis et l'Europe, ben, il va aller s'implanter aux États-Unis. Et voilà. Et actuellement, les États-Unis ont un rythme de croissance qui est voisin de 3% par an. Et l'Europe, c'est quand c'est pas négatif. Et c'est ça qui va forcément ramener à la raison l'Europe. Hélas, le prix à payer aura été très, très cher. Alors, quand est-ce que ça se produira? Bah, écoutez, j'en sais rien. En tout cas, le message que j'essaie de transmettre, je pense quand même qu'il finira par être entendu. Et puis, on n'a pas parlé de tout. Par exemple, un des arguments mis en place par les gens qui vous expliquent que nous allons à la catastrophe, c'est la montée des eaux de la mer. Ah ouais, ça, c'est pas, et puis c'est pas nouveau. Oui, on va être submergé. C'est la seule submersion qui est autorisée par le politiquement correct. Il n'y a pas de submersion migratoire, mais il y a une submersion des eaux. Alors, vous avez tout à fait raison. Et quand vous dites que c'est pas nouveau, vous avez tout à fait raison. Parce que on sait que le déluge, c'est-à-dire que Oui. toujours peur de la montée des eaux. C'est bien compris les idéologues qui nous Oui. expliquent à la catastrophe. Mais quand vous regardez la réalité des choses, c'est stupéfiant. Et là, ça dépasse encore une fois tout ce qu'on peut imaginer. Parce que le GIEC fait des rapports à peu près tous les 6-7 ans. On est au 6e. Et il y avait un 5e rapport il n'y a pas longtemps, hein, il y a une dizaine d'années, très intéressant. Et grosso modo, il n'y a pas de montée des eaux. Ça monte un petit peu. Alors, en moyenne, si vous voulez, sur le siècle écoulé, là, tous les spécialistes vous le disent, c'est monté de 2 mm par an, en moyenne. Alors, 2 mm par an, vous voyez, c'est effrayant, parce qu'au bout de 10 ans, ça fait 2 cm. Et au bout de 50 ans, ça fait 10 cm. Alors, quand vous avez des marées de 10 mètres, c'est très grave qu'elles aient 10 mètres plus 2 cm, ou même 10 mètres plus 10 cm. Donc, ça n'existe pas. À notre échelle de temps, il n'y a pas de montée des eaux. Les gens qui ont fait peur en disant votre villa, elle est au bord de la mer, d'ailleurs, ils ne sont pas idiots. Les villas en bord de mer, elles se rendent très bien, parce que les gens, même si la mer monte de 2 cm en 10 ans, pas très grave pour leur villa. Mais ce qui était très intéressant dans le 5e rapport du GIEC, publié il y a une dizaine d'années, en 2013, c'est qu'ils disaient, ils écrivaient, ce mouvement de hausse ne s'accélère pas. Le rythme, il y a des cycles. Par moment, c'est 4 mm par an, par moment, c'est 0 mm, par moment, c'est 4, puis c'est 0, puis 4. Et tout ça ne s'accélère pas. Et qu'a dit le dernier rapport du GIEC, qui est un tissu de mensonges scandaleux? Il a dit, mais si, ça s'accélère. Alors, il a pris les 10 dernières années, et puis là, il a dit, vous allez voir, nous allons monter de 15 mètres le niveau de la mer. C'est-à-dire que c'est un mensonge caractérisé. Raz-de-marée mondial. Parce que les deux rapports du GIEC se contredisent complètement. Le 5e disait la vérité en disant, oui, c'est 2 mm par an en moyenne, mais il n'y a aucun signe d'accélération. Et le dernier rapport truque les chiffres, j'emploie le mot à dessein, et j'explique ça dans mon livre, truque les chiffres pour pouvoir dire que la mer va monter de 15 mètres. Où en est-on arrivé?
Et là, c'est là où vous vous rendez compte qu'on est évidemment sorti complètement de la science. Si on est entré dans une espèce de religion. Et ce qui est le plus curieux pour les gens qui ont une formation scientifique, c'est mon cas, c'est de s'apercevoir qu'il y a dans ceux qui propagent ces mensonges caractérisés, il y a des gens qui ont des formations scientifiques. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours étonné, mais qui ont complètement oublié ce que c'était que la science et qui sont devenus des idéologues, qui croient, mais dur comme fer, qui sont là pour sauver la planète et l'humanité. Et vous pouvez leur dire que 2 plus 2 font 4. S'ils ont décidé que ça faisait 15, bah, ça fait 15. Et c'est vous qui, manifestement, êtes un esprit pervers. Beaucoup expliquent que c'est exactement la même chose avec la crise sanitaire. D'ailleurs, et les médecins. Ou c'est vrai en stratégie militaire aussi, où nous avons des généraux qui, semble-t-il, ont oublié ce qu'ils avaient appris à Saint-Cyr et à l'école de guerre. Et lorsqu'on ne peut pas gagner une guerre et qu'on s'évertue à dire le contraire, il y a peut-être aussi des conflits d'intérêts, Christian Gérondeau, derrière cela. Mais la bêtise y fait, je le confirme, l'exemple type qui montre l'absence complète de bon sens. Alors, je ne veux pas qu'on me reproche de moquer systématiquement un certain nombre de personnes qui ne sont pas là, mais je connais un aventurier qui a d'ailleurs été fortement médiatisé, qui expliquait que la fonte des glaces, des icebergs, allait eh bien justement provoquer cet immense tsunami. Je pense que ce monsieur n'avait jamais mis, alors ceci dit c'est bien, il n'a jamais mis de glaçons dans son whisky, sinon il se serait rendu compte que eh ben, ça n'a jamais fait monter le niveau du liquide dans le verre. Faudrait-il être vraiment un imbécile pour oser prétendre ça, alors qu'on sait que en effet ce que vous dites, le 1 ou 2 centimètres sont liés uniquement aux glaces qui fondent des parties émergées, mais pas du tout. Mais si vous êtes bien d'accord avec moi que si vous faites fondre un glaçon dans de l'eau, ça va pas augmenter le niveau. Mais et ce sont des scientifiques qui osent dire le contraire. Oui, il y a des scientifiques qui ont reçu une formation scientifique, mais qui l'ont complètement oublié. Que ce que vous décrivez, ça remonte quand même à Archimède, c'était quand même il y a quelques millénaires. Oui. Et malheureusement, ça c'est une surprise, parce que ces scientifiques sont très minoritaires. La plupart des scientifiques sont raisonnables. Ils ont un grand tort, c'est qu'ils ne s'investissent pas dans ces dossiers. Ils laissent ça aux politiques. Donc ça, c'est un tort fondamental. Mais personnellement, ils vous disent, mais bien sûr, tout ça ne tient pas debout. Et quelques scientifiques, enfin quelques gens de formation scientifique sont en fait des idéologues, des gens qui ont besoin d'une cause. Ça, c'est pas grand-chose, c'est peut-être 1%, mais vous voyez, en France, il y a 1 million d'ingénieurs. 1% d'1 million d'ingénieurs, c'est beaucoup de monde. Et ces gens-là, vous les retrouvez dans tous les organismes. Des gens qui ont complètement oublié le doute scientifique, le doute cartésien, et qui s'interrogent et puis qui arrivent à des conclusions raisonnables et qui raisonnent comme des gens qui n'ont aucune formation scientifique, mais ils exhibent leur titre et en mettant leur titre en avant, ils occupent des places, ils dirigent le GIEC, ils sont responsables, ils vont dans les congrès mondiaux, c'est très agréable. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils y croient. Et ce sont des prophètes. Et encore une fois, s'ils croient que 2 plus 2, ça fait 15, eh ben, vous ne pourrez pas les convaincre que ça fait 4. Il n'y a rien à faire. Et ben, c'est comme ça. On a une masse de gens qui ne comprennent rien aux chiffres dans ces organismes, et puis quelques gens qui ont une formation de base scientifique, mais qui ont perdu la raison. Et c'est ce tandem assez bizarre qui nous mène depuis maintenant 33 ans, puisque c'est en 92 que le congrès de Rio a élaboré cette théorie sur laquelle nous vivons et qui est très simple. C'est que l'homme étant mauvais, c'est rousseauiste comme raisonnement, ça remonte bien avant 92, l'homme étant mauvais, ce qu'il fait ne peut être que mauvais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise du pétrole, du charbon et du gaz naturel qui produisent du CO2, donc le CO2 est mauvais. Il n'y a absolument rien d'autre derrière le raisonnement, puisque, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le CO2 est très utile, au contraire, et plus de CO2, ça ne change rien à l'effet de serre.
Donc, on ne peut pas être coupable de quelque chose qui ne change rien. Eh bien, c'est pourtant ce qui se passe, et ce qui se passe depuis maintenant, je vous dis, 33 ans. On va arriver au troisième anniversaire du Congrès de Rio. Et quand vous lisez ce qui a été dit au Congrès de Rio, il n'y a rien d'autre. Il y a nous allons à la catastrophe. Alors, il y avait une des catastrophes annoncées, c'était la surpopulation de la planète. Il était clair que l'Inde, par exemple, ne pourrait jamais nourrir. Elle avait déjà, à l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, mais mettons 700 millions d'habitants, elle ne pourrait pas aller plus loin. Ben, actuellement, l'Inde a 1,5 milliard d'habitants et est devenue exportateur de blé, de maïs et de riz. Et un grand exportateur. Alors, les prévisions pessimistes ne se réalisent pas toujours. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, ce que je constate quand même, c'est que vous avez mis beaucoup moins de temps à convaincre, en tant que monsieur sécurité routière, Pierre Messmer, à réduire et à faire réduire la vitesse et à mettre des ceintures de sécurité. Et au bout de 30 ans, eh bien, il semblerait que nos dirigeants politiques n'aient toujours pas compris les évidences. Mais je pense, encore une fois, que la grande différence entre Pierre Messmer et, on va dire, nos premiers ministres ou présidents actuels, c'est que les uns étaient au service de la France et les autres sont au service de sombres intérêts, qui est souvent leur intérêt, avec des conflits d'intérêts qui vont avec, mais ne sont plus du tout au service de la France. Moi, c'est en tout cas mon mot de conclusion sur ce sujet. Oui, oh bien, je n'ai pas vos mots de conclusion, je dirais, mais pour l'appuyer au contraire, que ayant exercé les responsabilités nationales et même européennes, puisque j'ai été capable, enfin, je n'aime pas dire que de la sécurité routière, mais enfin, notamment de la sécurité routière, au niveau français, au niveau européen, la conclusion que j'ai retirée, c'est que quand on est au sommet des institutions, tout est facile. Bon, j'avais la chance d'être au cabinet du Premier ministre. Et donc, quand je parlais, un peu le Premier ministre qui parlait. Et quand je vois dans ce domaine, mais dans les autres, toutes les hésitations qu'on a, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on le fait à moitié, on le fait au quart, on le fait. Hein, j'ai beaucoup de tristesse parce que l'expérience que j'ai retirée en ayant ces responsabilités, vous savez, c'était pas évident. Tout le monde était contre, par exemple, les limitations de vitesse. Ben, c'est pas grave, on les a mises en œuvre parce que c'était utile. Il y avait un Premier ministre qui était Pierre Messmer, je l'ai convaincu, il m'a dit où est-ce que je signe. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, quand on est au sommet, ça c'est pour les générations futures, quand on a cette chance, c'est facile d'agir. Et qu'on ne dise pas le contraire, mais il faut expliquer. Et si on n'explique pas, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, il faut combiner les deux. Il faut expliquer, il faut savoir que le français est viscéralement rationnel, cartésien, à la différence de l'allemand, qui lui a une espèce de romantisme qui l'a conduit d'ailleurs aux catastrophes qu'on connaît. Nous ne sommes pas comme ça. Et si on explique, si je terminerai sur un dernier exemple, mais qui relie notre sujet. Nous dépensons actuellement 5 milliards d'euros chaque année à entretenir 260 petites lignes de chemin de fer qui, au total, ont moins de trafic que la ligne A du RER. Ça nous coûte 5 milliards d'euros pour faire circuler des trains qui sont pratiquement vides pour les 3/4. Eh bien, si vous demandez aux Français, faut-il supprimer les petites lignes de chemin de fer, tout le monde va hurler. Enfin, oui. Non. Elles font partie du paysage, elles sont utiles et il faut les garder. Puis alors, elles sauvent la planète, hein, parce que si on les remplace par des voitures ou des autocars, ça fait du CO2. Donc il faut garder les petites lignes de chemin de fer. Mais je me suis amusé à faire un sondage d'opinion. J'ai expliqué, voilà, ces petites lignes de chemin de fer, ça nous coûte plus que les lycées. Et ça transporte pratiquement personne. Est-ce que vous seriez d'accord pour les remplacer par des lignes d'autocar? Eh bien, les 2/3 des personnes interrogées disent oui, parce qu'on leur a expliqué. Et donc, voilà ce qu'on ne sait pas faire. Et ce qu'on ne vous ne m'aurez pas convaincu. Mais j'ai 3/4. J'aime le charme du train, des petits trains. Bien entendu, il faut les remplacer par des lignes d'autocar. Alors, ne allons pas nous plaindre. 5 milliards. Les chemins de fer et les transports publics, c'est 30 milliards au total. Aux États-Unis, c'est pratiquement zéro. Alors nous, que les industriels aillent aux États-Unis. Si on suit ce type de raisonnement, on peut y aller parce que ce qui est vrai pour les chemins de fer, c'est vrai pour 10 domaines différents. Et c'est comme ça. Voilà, monsieur.
Merci beaucoup, Christian Gérondeau. Mais je vous dis, vous avez vos références et elles sont vraiment essentielles. Vraiment, l'exemple de Mesmer est génial parce que on a complètement changé de monde. On avait des grands commis de l'État. Pour climat, pourquoi Trump a raison pendant que la France s'enfonce? Enfin, la vérité avec Christian Gérondeau. Merci beaucoup, Christian Gérondeau, pour cette participation à cette matinale. C'était un plaisir. Tout à fait réciproque et partagé. À très bientôt sur GPTV. Merci, merci Christian Gérondeau.